Bonjour Jean. Bonjour Richard. Nous en sommes rendus à un dernier vidéo et le dernier portait notamment, brillamment, ce que tu nous as expliqué, sur le fait que la science, ça a une rigueur de pensée, un processus fait de mesures, de contre-mesures, de doutes sur l'état de la connaissance, tout ça, en vue de construire des théories toujours de plus en plus englobantes. Maintenant, ce qui est surprenant à la suite de toute cette rigueur de pensée-là, c'est qu'on assiste dans les journaux écrits, la presse écrite, la presse informatique, les magazines, les émissions de télévision, à des résultats contradictoires. Tantôt, on croit que le beurre, c'est la meilleure chose à manger, tantôt, c'est plus bon. Pourquoi ça change comme ça? Comme on l'a dit précédemment, il y a plusieurs raisons et on va essayer de les cerner un peu, toutes ces raisons. La première, c'est que comme on a expliqué que la démarche scientifique était le doute, basée sur le doute, et qu'une théorie, il n'y avait pas de vérité absolue, il est normal qu'à un moment donné, dans le processus scientifique, on démontre qu'une théorie est fausse. Et donc, toute théorie n'est que temporairement vraie, et par conséquent, il peut apparaître normal en gardant ça à l'idée que des résultats soient contredits éventuellement à un moment donné. Ça, c'est le point central de la science. Mais dans notre société actuelle, plusieurs phénomènes concordent, participent et amplifient encore ce phénomène. On va commencer par citer historiquement, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale en gros, les savants étaient peu nombreux dans le monde et étaient vraiment des savants dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire qu'ils avaient la connaissance. En général, ils commençaient par des études de théologie, poursuivis par des études de langue, de philosophie, de mathématiques, de médecine, et éventuellement se spécialiser plus tard. Ils avaient donc une grande culture, pouvaient connaître et lire les ouvrages dans les langues originales, dans le texte original, et par conséquent étaient très autocritiques et très au fait des critiques et des points de vue des autres disciplines que la leur. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier la fin du XXe siècle, on a vu une explosion du nombre d'universités, du nombre de laboratoires et du nombre d'étudiants. À tel point qu'aujourd'hui, dans certains pays, 2/3 des jeunes sont à l'université. Et cette explosion des étudiants et des laboratoires a deux conséquences majeures. L'une qui est que, à cause du nombre d'étudiants, forcément, ils n'ont pas la même multidisciplinarité et pas la même culture de base, et ils sont donc moins autocritiques et moins à même de faire des liens avec d'autres disciplines parce qu'ils sont plus spécialisés. Et parallèlement, l'explosion du nombre de laboratoires fait qu'il y a des problèmes de financement. Au départ, quand les laboratoires et les universités étaient peu nombreuses, c'était financé par les États et par quelques mécènes privés qui finançaient purement dans une perspective d'augmentation de la connaissance. Aujourd'hui, à cause de l'énorme nombre de laboratoires et d'universités, les financements proviennent toujours des États, mais aussi de grosses entreprises privées qui, elles, ont forcément un intérêt beaucoup plus pratique et pragmatique. Et dans ce domaine, les fonds ne sont pas illimités, et donc il y a une compétition féroce entre l'ensemble des laboratoires pour avoir accès à ces financements.
Oui, ben, tu cernes bien, je pense, les enjeux économiques, politiques de la recherche dans les universités. C'est tissé serré tout ça, je crois. Mais il me semble que ça laisse encore un flou pour moi dans ma tête. Pourquoi qu'un jour le beurre est bon et un autre jour le beurre est plus bon? Il doit y avoir quelque chose dans la recherche lui-même, dans les résultats. J'ignore là. Qu'est-ce qui fait que on peut dire blanc un jour et noir l'autre jour? C'est étonnant, ça, non? Ça peut paraître, et justement, les deux aspects qu'on vient de citer plus haut sont en grande partie les explications. Le premier aspect, l'explosion du nombre d'étudiants et de laboratoires, fait qu'il y a beaucoup moins de recherche théorique et beaucoup plus de recherche pratique, d'expérience. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire une expérience que de construire une théorie. En faisant ça, le risque majeur qu'on a, l'inconvénient majeur, c'est que on prend un certain échantillon et on fait une expérience. Mais de là, il faut déduire quelque chose. Une théorie, on a dit que la démarche scientifique faisait des prédictions. Oui, oui. À partir du moment où on fait une expérience relativement limitée, la prédiction qu'on va faire peut être soit fausse, totalement, soit partiellement. Ok, c'est plus clair là. Et par conséquent, quelqu'un d'autre, dans un autre laboratoire, va faire une autre expérience qui peut éventuellement contredire. Et le deuxième aspect, l'aspect du financement, fait que dans le même ordre d'idées, on va aussi pousser à faire juste des expériences, parce que ça coûte moins cher, avec des échantillons restreints éventuellement, pour ne pas dépenser énormément d'argent à faire des expériences, mais aussi avec un intérêt très pointu sur un aspect, parce que du coup, ça dure moins longtemps et ça coûte moins d'argent, mais en même temps, on va essayer de le publier et de le publiciser le plus rapidement possible. Et du coup, on va faire une espèce de course à la publication, à la publicité, qui, dans notre société technologique actuelle, avec les médias, avec Internet, avec le web, est encore renforcée par le fait que n'importe qui peut faire un site web, ou une page, un blog, etc. Y compris donc ces laboratoires, qui vont se faire leur propre publicité. D'autre part, n'importe qui peut faire un blog, donc n'importe quelle personne dans le monde intéressée à tel ou tel aspect d'une recherche particulièrement va publiciser sur son site cette chose-là sans être lui-même scientifique et donc va faire ce qu'on appelle un buzz autour de quelque chose qui n'est pas forcément vérifié, qui est peut-être juste un résultat d'expérience, mais aussi les médias et les journalistes, même sérieux, peuvent participer à ce mouvement dans la mesure où il y a pour eux-mêmes une course à l'auditoire, Le scoop. le scoop, le lecteur, etc. Et ils peuvent arriver lorsqu'ils mentionnent un résultat, une recherche, à déformer soit le résultat, soit le contexte, voire le titre simplement de quelque chose, pour le rendre plus accrocheur. On a un exemple très récent en astrophysique. Oui, je m'y attendais. À la fin de l'année qui vient de s'écouler, des chercheurs de la NASA ont publié un article dont le titre était « Observation de la mort d'une étoile ». Une semaine après, quand on cherchait les titres dans la presse mondiale, l'écrasante majorité était « Observation d'une étoile de la mort ». Oui, mais c'est tellement gros. C'est gros, quand même, hein?
Mais ça provoque un peu de désarroi dans mon esprit parce que, et qui croire en fait? Quand des grandes publications, des journaux publient font de telles erreurs, ben, moi, comme simple lecteur, comment je fais pour m'orienter dans cette jungle-là de fausseté, de déformation, de confusion? Disons que ça renforce le rôle du doute, c'est-à-dire que avant, ce doute était réservé à la communauté scientifique qui voulait critiquer, confirmer ou infirmer la théorie ou le résultat qui venait de s'exprimer. Maintenant, avec cette diffusion de masse d'informations quasi instantanées, nous tous, en tant que simples citoyens, bombardés par des faits, des études, des articles qui se prétendent scientifiques ou qui affirment des études scientifiques, en tant que simple citoyen, il faut être très alerte au doute. D'ailleurs, même dans ton domaine de la psychologie, j'ai vu très récemment que 300 spécialistes mondiaux avaient exploré les publications d'une revue spécialisée de psychologie et sur une centaine d'articles publiés en 2008, je crois, seulement 30% étaient... T'exagères pas un peu? Non, malheureusement, seulement 30% étaient reproductibles ça m'étonne pas. et vérifiables. Oui. Et ce qui veut dire, à contrario, que 70% de ce qui était publié était non reproductible et ou non vérifiable. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut douter de tout. Si on se permettait de douter de tout, on pourrait croire aux théories complotistes. Elles sont basées sur une mauvaise compréhension du doute. Si on garde le doute de manière scientifique et raisonnée, il y a quand même des faits réels sur lesquels on peut se raccrocher. Oui, les hommes ont été sur la Lune. Oui, ce sont des avions qui sont rentrés dans les tours jumelles en 2001 à New York. Oui, les civilisations il y a 4000 ans existaient, c'est pas juste une bande dessinée de science-fiction. Donc il y a quand même des certitudes sur lesquelles on peut se raccrocher, mais disons qu'il faut être très alerte au doute et diversifier ses sources d'informations, et en particulier, si possible, à chaque fois tenter de repartir à la source réelle. Quand c'est un article ou quelque chose, aller voir le titre original ou les choses, s'il y a des démentis éventuels. Et tout ceci m'amène justement à la transition de la continuité de notre séquence d'entretien, où tu vas pouvoir développer en quoi la psychologie est une science, quelle est son évolution et en quoi justement est-ce que éventuellement le doute peut faire partie. Tout à fait, j'y compte. Et nous nous verrons bientôt. D'accord, à très Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.